Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le continent européen se compose d'une multitude d'États dont la dimension, démographique ou territoriale, peut sensiblement varier de l'un à l'autre. Certains sont parfois qualifiés de micro, en raison de leur superficie réduite, quelques centaines de kilomètres puissance 2, voire de taille communale, ou à cause du faible effectif de leur population, qui se compte généralement en dizaines de milliers d'habitants. Ces micro-États, lorsqu'ils ne sont pas ignorés ou tout simplement inconnus tant du grand public que des autres États, interpellent l'imaginaire et soulèvent spontanément certaines questions. Comment s'explique leur création ? Ont-ils une légitimité historique et ou politique ? Comment sont-ils parvenus à préserver leur souveraineté ? D'ailleurs, sont-ils de véritables États souverains ou des protectorats de puissance plus grande ? Fonctionnent-ils de la même manière que ces derniers ? Comment s'organisent-ils administrativement et politiquement ? Sont-ils viables économiquement ? Peut-on les réduire à des paradis fiscaux ? Depuis toujours, en Europe, de petites entités territoriales indépendantes politiquement en côtoient d'autres de taille plus grande. Avant de devenir des empires, les cités grecques et la Rome antique ont été des micro-États. Du Xe au XIIe siècle, la féodalité confiait l'autorité politique de territoires de taille variable à des seigneurs plus ou moins autonomes. Lors de la transition du Moyen Âge vers l'époque moderne, de petits territoires autonomes se sont temporairement maintenus au sein du royaume de France, de plus en plus absolutiste. La seigneurie normande d'Yvetot ne perd par exemple sa souveraineté qu'en 1555, la vicomté de Turenne n'est vendue à Louis XV qu'en 1738. La principauté de Boisbel fut cédée au roi en 1766. Ou encore Bidache, petit village navarrais, dont le statut de principauté souveraine perdure du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française. Au sein du Saint-Empire romain germanique, et au gré de ses vicissitudes, se forme et subsiste une multitude de petites structures étatiques autonomes, notamment dans sa partie allemande, telles les villes libres ou les principautés dotées de l'immédiateté impériale, c'est-à-dire directement subordonnées à l'empereur. En Italie, le conflit entre les Guelfes et Gibelins, partisans respectifs du pape et de l'empereur, s'accompagne de la constitution de cités-États souveraines dont certaines vont connaître de substantiels succès économiques et militaires, à l'image des républiques de Gênes ou de Venise. Du XIIIe au XVIe siècle, 13 cantons suisses se regroupent pour s'opposer à l'autorité que l'empereur détient sur ces petits territoires. Au cours de la formation de grands royaumes, tels celui de la France d'Ancien Régime, puis lors de la naissance des États-nations, notamment l'Allemagne et l'Italie du XIXe siècle, les micro-États disparaissent peu à peu de la carte de l'Europe, de gré ou de force, en intégrant et se diluant dans des entités territoriales de taille plus grande. Les petits territoires apparaissent alors vulnérables face à l'appétit de domination et de conquête de leurs puissants voisins. Ils semblent également peu adaptés à la modernisation de l'économie, née de la révolution industrielle. Pour son développement économique, la société moderne nécessite en effet la destruction des anciennes communautés dont les membres sont étroitement liés par une solidarité traditionnelle. Les travailleurs doivent quitter leur communauté paysanne pour rejoindre les centres de production industrielle urbains. Pour maintenir la cohésion entre ces individus, déracinés et détachés de leurs anciennes traditions, les États produisent un cadre national dans lequel ils peuvent se construire une nouvelle identité commune et réorganiser leur vie sociale. Or, les penseurs du XIXe siècle associent la réussite économique et politique de ce modèle de l'État-nation aux territoires de grande taille. De petites entités souveraines, tant du point de vue de leur superficie que de leur population, se sont pourtant maintenues en Europe jusqu'à aujourd'hui. Le nombre d'États reconnus par la communauté internationale, dont une multitude de très petits, s'est même considérablement accru dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le nombre d'États membres de l'Organisation des Nations Unies est en effet passé de 51 en 1945 à 193 depuis 2011. Parmi eux, on dénombre de si petits territoires que leur viabilité politique et économique, compte tenu des ressources naturelles, financières ou humaines limitées dont ils disposent, est interrogée par des spécialistes de diverses sciences humaines et sociales. Pour certains, les plus petits États, désignés micro-États,
sont considérés comme des aberrations et des survivances anachroniques de la phase de construction des grands États-nations. Leur taille réduite, leur singularité juridique, leur organisation politique originale ou leurs traditions font même parfois l'objet de caricatures humoristiques. Nous verrons au contraire dans une première partie que les micro-États européens ne sont pas réductibles à des parodies d'États, en montrant de quelle manière leur légitimité étatique s'est construite au cours de l'histoire. Nous proposerons préalablement une définition du micro-État, construite à la fois sur des critères quantitatifs, liés à la notion de petitesse, et qualitatifs. Petitesse qui les oblige à déléguer une partie de leur souveraineté à de plus grands États. Cette délimitation nous permettra de sélectionner les territoires qui seront présentés dans cet ouvrage: l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin. Dans une deuxième partie, nous mettrons en évidence la fragilité démographique des micro-États en raison de l'importance des flux migratoires qui impactent la composition de leur population, et les mesures adoptées pour s'y adapter, interprétables comme une volonté de conserver l'homogénéité culturelle de leurs citoyens et une stabilité politique. Pour ce faire, et sous couvert de protéger les intérêts économiques et sociaux de leurs citoyens, nous verrons que les micro-États européens résistent à la mise en œuvre de recommandations visant à défendre une certaine conception des droits de l'homme et des valeurs démocratiques portées par les organisations internationales, auxquelles ils ont pourtant adhéré afin de garantir leur pérennité juridique. Ces organisations internationales veillent en effet à ce que leurs adhérents uniformisent progressivement leurs législations respectives, tant dans le domaine économique que celui des droits de l'homme, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché mondialisée. Le risque de cette standardisation juridique est de donner le sentiment au peuple de ne plus être abrité par le cadre national des États, incapables de garantir la cohésion sociale et la solidarité de leurs membres par l'attribution d'une identité nationale homogène. Cette impression de dilution identitaire, résultant de politiques de déréglementation, du brassage des populations et de l'homogénéisation des modes de vie et de consommation, pourrait conduire à la fragmentation des États-nations au profit des identités locales et la réactivation des communautés d'appartenance, considérées comme plus protectrices. Ce risque de désagrégation des États actuels, avec des volontés indépendantistes au niveau de nations resserrées comme en Catalogne, Écosse, Flandre, Pays Basque, etc., et des constructions internationales, comme le suggère la hausse des votes en faveur de mouvements qualifiés de populistes, Italie, Hongrie, Pologne, ou le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, pourrait mener à la multiplication des petits États. Pourtant, malgré l'incertitude et la crainte que peuvent générer d'éventuels redécoupages nationaux, en particulier sous forme réduite, la petitesse de la population et du territoire des micro-États offre à leur administration une souplesse pour s'adapter en permanence aux nécessités économiques et sociales. Comme l'évoque Michel Roget, ministre d'État de la Principauté de Monaco de 2010 à 2015, l'un des avantages de la petite taille est que la réactivité de l'État est plus forte que dans un grand pays car on peut mobiliser plus facilement les énergies. Cette souplesse est donc une source d'attractivité, en répondant par exemple rapidement aux demandes de création d'entreprises ou en modifiant aisément la législation au gré des circonstances, qui permet également de faire des expériences et de tester certaines initiatives économiques ou sociales, qu'il serait difficile ou impossible de tenter à une autre échelle. La petite taille faciliterait aussi la proximité des habitants, favorisant les solidarités et la coopération des acteurs, au détriment de la conflictualité et au bénéfice d'une action publique efficace, ainsi que d'une cohésion nationale renforcée par rapport aux grands États. Dès lors, les micro-États peuvent faire figure de laboratoire, voire de modèle, pour apporter d'éventuels éléments de réponse originaux aux défis nés de la modernité et de la mondialisation contemporaine. Première partie, présentation des micro-États. Les micro-États tiennent leur qualité d'État moderne, de la reconnaissance diplomatique que leur accordent les autres États, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le qualificatif de micro est toutefois informel, il ne sert qu'à désigner des États au fonctionnement sui generis à cause de leur petite taille qui sont tributaires d'autres États. Mais s'ils sont reconnus comme des États, c'est parce qu'Andorre,
Le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin puisent leur légitimité politique au sein d'une longue histoire au cours de laquelle ils ont construit des identités nationales singulières. 1. Qu'est-ce qu'un micro-État ? Le micro-État n'existe juridiquement pas. Le droit ne définit pas l'État en fonction de sa taille. La notion d'État est en revanche clairement définie par la doctrine internationaliste. Selon la Convention de Montevideo de 1933, un État dispose d'un pouvoir souverain, c'est-à-dire qu'il est politiquement indépendant vis-à-vis d'autres États, qui s'exercent sur un territoire défini, peuplé par une population permanente. Cette action étatique doit s'exercer par l'intermédiaire d'un gouvernement, capable d'entretenir des relations diplomatiques avec les autres États. Le micro-État est donc juridiquement un État comme les autres. Toutefois, le terme micro, accolé à celui des États, caractérise une catégorie subjective et imprécise. Qu'est-ce qui est micro ? La superficie du territoire, le nombre d'habitants, l'influence politique, la force militaire. Selon la définition retenue, la plupart des pays européens peuvent apparaître comme micro aux yeux du géant chinois ou de la puissance état-unienne. Dans un premier temps, nous discuterons des critères permettant d'identifier les micro-États européens, en particulier celui de délégation de souveraineté. Puis, à des fins de clarification et pour éviter les ambiguïtés, nous opérerons une distinction entre les micro-États ainsi définis et différentes formes d'entités désignées sous le terme générique de micronation, dont la souveraineté n'est pas officiellement reconnue par la communauté internationale. Définition du micro-État. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, ONU, dans sa résolution 4451 du 8 décembre 1989 relative à la protection et sécurité des petits États, indique qu'elle est consciente que les petits États risquent d'être particulièrement vulnérables aux menaces extérieures et aux ingérences dans leurs affaires intérieures. Cette prise de conscience explique la création en 1992 du Forum des petits États, groupe informel qui a pour objectif d'être le porte-voix des petites puissances qui en sont membres, inaudibles individuellement lors des assemblées internationales. Le Forum considère comme petit tout territoire de moins de 10 millions d'habitants, soit plus de la moitié des États membres de l'ONU. Pour sa part, la Banque mondiale retient le seuil plus restreint de 1,5 million d'habitants pour définir les petits États. Un rapport de l'ONU publié en 1993 reconnaît toutefois que la notion de petit pays est relative et non pas absolue, et qu'un pays d'un demi-million d'habitants a des problèmes qui diffèrent à certains égards de ceux auxquels fait face un pays de 5 millions d'habitants, et les problèmes de celui-ci sont encore différents de ceux d'un pays de 50 millions d'habitants. Or, nous pourrions rajouter que parmi les petits États, des micro-États font face à des problèmes spécifiques liés à leur population réduite et à l'exiguïté de leur territoire. Compte tenu de leurs ressources limitées en main-d'œuvre, ils ne sont par exemple pas en mesure de fournir les forces armées suffisantes pour assurer la continuité politique et l'intégrité territoriale de leur État. L'impossibilité de réaliser des économies d'échelle d'envergure empêche les micro-États de financer de manière autonome la recherche et le développement en matière de défense, ainsi que d'acquérir du matériel militaire de pointe. De même, ils sont souvent incapables d'assurer seuls le fonctionnement de leur système postal, de financer des universités pluridisciplinaires ou de battre leur propre monnaie. Ils ne peuvent pas non plus faire appel à un nombre suffisant de citoyens hautement qualifiés pour répondre à toutes leurs obligations administratives, politiques, diplomatiques ou judiciaires. Enfin, du fait de leur invisibilité sur la scène internationale et de leur incapacité à influer sur les négociations interétatiques, les micro-États sont encore plus exposés que les petits États aux pressions extérieures. Afin d'identifier les micro-États qui partagent ces problématiques singulières, d'aucuns proposent de les définir à partir de critères quantitatifs tels que la population, la superficie, le produit national brut, le produit intérieur brut ou divers éléments de mesure de puissance nationale. La définition du micro-État par la taille. Selon le rapport de l'ONU de 1993 précité, pour examiner la taille d'un pays en relation avec le développement économique, il semblerait que la variable la plus pertinente soit la population,
car c'est elle qui détermine nombre des caractéristiques fondamentales d'une économie nationale. La superficie joue en général un rôle relativement mineur dans le développement, alors que la taille de l'économie est fonction du chiffre de la population et du revenu par habitant. Pour Laurent Adam, qui est à l'origine d'une définition fréquemment citée dans la littérature francophone relative aux micro-États, ce type d'État se caractériserait par une population ne dépassant pas 1 million d'habitants, répartis sur une surface inférieure à 6 000 km². Ces seuils permettraient de délimiter sans ambiguïté les micro-États des autres États souverains. À la date de sa définition, en 1995, il répertorie 28 micro-États dans diverses régions du monde qui se répartissent de la sorte. 8 en Océanie, îles Marshall, Kiribati, Micronésie, Nauru, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu. 7 en Europe, Andorre, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin, Vatican. 7 aux Antilles, Antigua et Barbuda, Barbade, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie. 3 dans l'océan Indien, Comores, Maldives, Seychelles. 2 au large de l'Afrique de l'Ouest, Cap-Vert, Sao Tomé et Principe. 1 en Asie du Sud-Est, Brunei. Ainsi définis, certains États parfois qualifiés de micro sont écartés de cette liste. On pense notamment à de petits territoires densément peuplés tels que Singapour, plus de 5 millions d'habitants pour 720 km², ou à de petites populations résidant sur de vastes espaces comme l'Islande, 330 000 habitants pour 103 000 km². Les petits territoires autonomes qui ne sont pas officiellement reconnus par la communauté internationale, en tant qu'États souverains, sont également exclus de la liste des micro-États. Le territoire de Gibraltar ou les bailliages anglo-normands, Jersey et Guernesey, ne sont par exemple pas pleinement indépendants politiquement, mais sous la tutelle respective du Royaume-Uni et de la couronne anglaise. Ces quasi-États susceptibles de devenir des micro-États, car dotés d'un territoire et d'une population sur laquelle s'exerce un pouvoir local, ainsi que d'une identité propre, sont parfois qualifiés de micronations. On remarquera aussi que la plupart des États retenus comme micro, par Laurent Adam sont des îles, dont l'indépendance fut acquise lors de la période de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Hormis Brunei, les micro-États continentaux sont tous situés en Europe. Il est vrai que toute île présente un terrain favorable pour la création d'un État, puisque leur territoire est par définition naturellement circonscrit par la mer. Pourtant, outre la géographie et d'autres critères quantitatifs, les micro-États ne forment pas un ensemble homogène, y compris en Europe continentale. Par exemple, sur de multiples points, le Luxembourg diffère sensiblement des autres micro-États, à commencer par sa taille. Avec ses 2600 km² et sa population avoisinant désormais les 600 000 habitants, le Grand-Duché apparaît en effet gigantesque en comparaison avec les 160 km² du Liechtenstein ou les 2 km² de Monaco, pour un peu moins de 40 000 habitants chacun. Mais le critère qui les différencie significativement, c'est celui de leur dépendance vis-à-vis d'autres États. La définition du micro-État par la délégation de souveraineté. Si la notion de petitesse, démographique ou territoriale, n'intervient pas dans la définition du micro-État, elle agit toutefois sur l'exercice de sa souveraineté. Compte tenu de leurs ressources limitées, notamment humaines, naturelles et financières, les micro-États sont en effet dans l'obligation de déléguer certains attributs de leur souveraineté à de plus grandes puissances pour pouvoir fonctionner en tant qu'État. Les micro-États doivent également soigner leurs relations diplomatiques avec leurs grands voisins, relations dont ils sont la partie la plus faible, pour négocier des accords douaniers, auxquels s'ajoutent des accords commerciaux pour accéder à de grands marchés économiques, militaires, administratifs, judiciaires, éducatifs et dans tout autre domaine qui nécessite une assistance. Les micro-États peuvent donc être distingués des petits États, non plus à partir de critères uniquement quantitatifs, mais par l'appréciation de leur statut politique, c'est-à-dire en tant qu'État parrainé. Ne pouvant pas assumer seuls leur souveraineté interne, émettre de la monnaie, recruter des juges compétents, et externes, ouvrir des ambassades, entretenir de nombreuses relations diplomatiques, à cause de leurs contraintes géographiques et démographiques,
Les micro-États peuvent être définis comme des États souverains qui délèguent unilatéralement certains attributs de leur souveraineté à des États parrains en échange d'une assistance qui garantisse leur fonctionnement et leur viabilité. La définition du micro-État à partir de ce critère de délégation de souveraineté est davantage pertinente qu'une définition construite uniquement sur une base quantitative, telle que la taille de la population ou la superficie du territoire. Dès lors, s'ils sont incapables d'assumer seuls leur souveraineté, critère généralement considéré comme inhérent de l'étaticité, les micro-États constituent-ils des États à part entière ? La réponse est positive si l'on estime qu'ils décident souverainement d'abandonner des pans de leur souveraineté à d'autres États, dits parrains. L'indépendance politique dépend en effet de la possibilité d'être juridiquement libre de choisir et de consentir à ces dépendances. Les micro-États ne sont d'ailleurs pas les seuls à déléguer certains attributs de leur souveraineté à des tiers. Les États membres de l'Union européenne délèguent par exemple volontairement à cette dernière une part importante de leur pouvoir monétaire, règles de concurrence intracommunautaire. À l'instar des États membres de l'Union européenne, on peut donc considérer que les micro-États demeurent souverains à la condition que cette délégation soit réversible. À l'aune de cette définition, à la fois quantitative et qualitative, Zbigniew Dumiński limite le nombre de micro-États parrainés à 9 en 2013, voir tableau 1. On ne compte plus que 4 micro-États européens, ainsi que 5 micro-États insulaires situés en Océanie. Les autres micro-États précédemment répertoriés par Laurent Adam, malgré leur petite taille, ne sont structurellement pas différents des grands États souverains et fonctionnent globalement de la même manière qu'eux. Remarquons également qu'en tant qu'États reconnus par l'ONU mais non membres de celle-ci, les îles Cook et Niue ne figurent pas dans la liste de Laurent Adam. Tableau 1, liste des micro-États dans le monde et de leur S-État-S par un S. La délégation de souveraineté des micro-États européens. Les micro-États délèguent donc certains pouvoirs, notamment régaliens. Par exemple, l'union douanière qu'ils forment avec leurs États parrains voisins leur permet d'utiliser sa monnaie, c'est-à-dire l'euro en ce qui concerne l'Andorre, Monaco et Saint-Marin, alors que l'économie du Liechtenstein fonctionne avec le franc suisse. Ils sont toutefois autorisés à frapper leurs emblèmes nationaux sur quelques pièces, très recherchées par les collectionneurs. Avant la mise en circulation de l'euro, l'Andorre utilisait à la fois le franc français et la peseta espagnole, Monaco le franc français et Saint-Marin la lire italienne. Les micro-États ne disposent pas non plus suffisamment de moyens financiers et humains pour entretenir une armée. Même si Saint-Marin se déclare officiellement neutre, des accords prévoient que l'Italie assure sa défense. Dans le sillage de ses voisins, la Suisse et l'Autriche, le Liechtenstein a également adopté une politique de neutralité. Les traités signés entre Monaco et la France obligent cette dernière à garantir la souveraineté de la principauté et l'intégrité de son territoire. La Constitution d'Andorre énonce, dans son article 44, que les coprinces français et espagnols sont les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi que son indépendance, et donc de sa défense. Dans le domaine de la justice, outre le fait que leur système judiciaire s'inspire de ceux de leurs voisins, les traités ou les textes constitutionnels prévoient que des juges originaires des pays parrains siègent dans les tribunaux des micro-États, sans réciproque. Il est même prévu que les juges de nationalité monégasque suivent leur formation initiale à l'École nationale de la magistrature française, alors que le corps judiciaire andorran reçoit sa formation initiale et continue en France et en Espagne. Aussi, la plupart des condamnés à des peines de prison par des tribunaux relevant de micro-États, en particulier de longue durée, sont transférés dans les établissements pénitentiaires situés chez leurs voisins. Dans la police également, les agents des micro-États peuvent être recrutés et formés par leurs voisins, comme par exemple avec les agents de police liechtensteinois qui sont formés en Suisse. De manière générale, le modèle administratif des États parrains prévaut dans les micro-États où des fonctionnaires détachés de leur administration occupent des hautes fonctions. Compte tenu de la taille de leur population et de la charge financière que représente l'entretien d'équipes diplomatiques, les micro-États ouvrent un nombre limité d'ambassades, mais leurs ressortissants peuvent se rendre dans celles de leurs États parrains pour bénéficier de leurs services. En outre, les États parrains représentent fréquemment les micro-États lors des conférences internationales.
L'Andorre, qui bénéficie du parrainage de 2 États, s'aligne en général sur la position de la France lors des sommets internationaux, sauf lorsque la France s'oppose à l'Espagne. Les autorités andorranes préférant alors s'abstenir. Tous les micro-États disposent d'un hôpital et de centres de soins, mais l'impossibilité d'investir dans toutes les spécialités médicales oblige parfois leur population à s'adresser aux établissements de santé de leurs États parrains. De même, ils sont tous équipés d'une université ou de formation supérieure, mais ne pouvant proposer qu'un nombre réduit de filières. Des accords permettent à leurs étudiants de poursuivre leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur des pays limitrophes. Les écoles et les établissements d'enseignement secondaire des micro-États utilisent généralement les manuels scolaires de leurs voisins. Ils ont tous conclu des unions postales avec leurs États parrains qui s'occupent de leurs services postaux. Jusqu'à récemment, la radio, la télévision et les journaux des micro-États étaient contrôlés, voire interdits par leurs voisins. Désormais, la plupart de leurs journalistes y sont formés. D'autres exemples, plus ou moins anecdotiques, pourraient prolonger cette liste. L'un d'eux peut être illustré par le club de football monégasque, l'AS Monaco FC, qui, faute de club adverse sur son territoire, joue dans le championnat de France. De même, les 7 clubs liechtensteinois évoluent dans les divisions du football suisse. Il existe des championnats de football andorran et saint-marinais autonomes, mais certaines équipes de ces micro-États préfèrent jouer dans les championnats espagnols et italiens. Toutefois, outre le parrainage dont ils jouissent, la survie et la pérennité des micro-États sont assurées par leur adhésion aux organisations internationales, en particulier à l'ONU, grâce à la reconnaissance de leur souveraineté et de leur étaticité par les autres États. Mais pendant longtemps, à cause de leur petitesse et de l'obligation de délégation d'une partie de leur souveraineté qui en résulte, la plupart des grands États ont été sceptiques quant à l'indépendance politique des micro-États et partant de leur qualité d'État. Cette absence de reconnaissance de leur étaticité a freiné l'adhésion des micro-États aux organisations internationales jusqu'aux années 1990. La reconnaissance des micro-États en tant qu'États. Les 4 micro-États européens qui font l'objet d'une analyse dans le présent ouvrage, l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, n'ont adhéré à l'ONU que dans les années 1990. Rejoindre l'ONU leur a permis d'être reconnus en tant qu'État souverain par les autres États membres, et ainsi, de bénéficier de sa protection en cas d'éventuelles menaces pour leur indépendance. Au début du XXe siècle, Saint-Marin, Monaco et le Liechtenstein ont demandé à adhérer à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Les candidatures de ces États, qualifiés alors de lilliputiens, ont toutes été refusées. Ces rejets furent motivés par l'impossibilité des micro-États de s'acquitter de toutes les obligations exigées des États membres de l'organisation internationale. Ces obligations imposaient notamment de posséder une armée, dont ils étaient dénués. Même si officiellement la qualité d'État souverain fut reconnue aux micro-États candidats, la délégation d'une partie de leur souveraineté à d'autres États, c'est-à-dire le lien étroit qu'ils entretenaient avec ces derniers, fut considérée comme rédhibitoire pour valider leur adhésion à la Société des Nations. La demande d'adhésion de Monaco fut par exemple officieusement refusée, car certains considéraient que l'accepter reviendrait à donner une deuxième voix à la France lors des procédures de vote. Dès lors, si la petitesse ne fut pas directement invoquée pour rejeter les demandes d'adhésion des micro-États à la Société des Nations, elle est cependant la cause de la délégation de certains attributs de leur souveraineté et par conséquent, du refus de leur adhésion. Lorsque l'ONU a succédé à la Société des Nations, la question de l'intégration des micro-États à la communauté internationale fut de nouveau, puis régulièrement débattue. De même qu'auparavant, le refus de leur adhésion fut justifié par leur incapacité à assumer les obligations découlant de la Charte des Nations Unies, notamment en raison de leur sous-dotation en ressources économiques et humaines les empêchant de contribuer financièrement au fonctionnement de l'organisation, d'ouvrir des ambassades et des consulats, de former et de recruter des personnels administratifs compétents, etc. L'admission des micro-États à l'ONU fut également considérée comme délétère pour le fonctionnement de son Assemblée générale. Il était craint que l'adhésion de nombreux petits États, et le droit de vote qui en découlerait,
ne perturbe les équilibres déjà constitués entre les grandes puissances, en particulier à cause des marchandages et des pressions susceptibles de s'exercer sur eux. L'ONU a alors étudié la possibilité de créer un statut de membre associé pour les micro-États qui les exonérerait du droit de vote. Ce projet fut finalement abandonné, au nom du principe d'égalité entre les membres de l'organisation. La fin de la guerre froide marque un tournant. L'effondrement du rideau de fer et la disparition de la menace soviétique, conjuguée au développement commercial mondialisé reposant sur l'économie de marché et la démocratie libérale, sonnent la fin de l'histoire. Le monde entier est désormais convié à s'engager dans la coopération internationale visant le développement économique et le progrès social universel, y compris les micro-États. Le Liechtenstein adhère à l'ONU en 1990, Saint-Marin en 1992, l'Andorre et Monaco en 1993. À titre de comparaison, le Luxembourg fut reconnu en tant qu'État par la Société des Nations, puis fut l'un des membres fondateurs de l'ONU. Il n'a donc jamais été considéré comme un micro-État par les autres États car, comme évoqué précédemment, sa petite taille n'a pas d'incidence sur son fonctionnement. Le Luxembourg figure également parmi les États membres fondateurs du Conseil de l'Europe. Cette organisation intergouvernementale est la principale organisation de défense des droits de l'homme sur le continent européen. Elle regroupe aujourd'hui 47 États membres, dont les 28 États membres de l'Union européenne, qui ont tous signé la Convention européenne des droits de l'homme visant à protéger les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Dans les années 1970, des débats menés au sein du Conseil de l'Europe ont conduit à reconnaître que le Liechtenstein avait la capacité d'exercer ses obligations d'État souverain et par conséquent, à lui reconnaître en 1978 son statut d'État. La reconnaissance de l'État de Saint-Marin par le Conseil intervient en 1988, donc également avant celle de l'ONU. En revanche, cette reconnaissance intervient a posteriori en ce qui concerne l'Andorre et Monaco, respectivement en 1994 et 2004. Pour ce faire, il a fallu attendre qu'Andorre se libère de sa cotutelle féodale et se dote de sa première constitution en 1993. La demande de Monaco n'a été acceptée qu'à la suite de la modification de son ordre juridique interne et de la signature du traité franco-monégasque de 2002. Celui-ci modifie les relations de la principauté avec la France, n'obligeant plus le prince de Monaco à choisir son ministre d'État parmi une liste de ressortissants français présentée par l'État français, comme le prévoyait la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.